Rebonjour à ceux qui étaient déjà avec nous pour la première conférence et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vous remercie pour votre présence sur cette conférence autour des leviers pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Je tiens également à remercier notre panel aujourd'hui pour leur présence et nous faire partager leur expertise sur cet enjeu majeur pour l'immobilier, mais plus loin pour la transition écologique en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide tour de table pour vous présenter ainsi que votre activité et puis on pourra y aller. Vous voulez commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne-Claire Barbéry, je suis responsable RSE et innovation du groupe Perial et je m'occupe notamment de définir et de mettre en place les stratégies ESG des fonds gérés par Perial Asset Management. Perial Asset Management aujourd'hui c'est un acteur majeur qui gère plus d'1,5 million de mètres carrés sur 500 bâtiments en France et en Europe, majoritairement du bureau, et qui gère aujourd'hui 4 SCPI et une SCI. Bonjour à tous, Hélène Kossic, responsable performance environnementale et innovation du groupe Barjane. Du coup, présentation du groupe Barjane, on est une société spécialisée en immobilier logistique et industriel. Nous avons développé à date 500 000 m² de surface en France et un petit peu aussi en Angleterre. Nous avons plusieurs métiers, nous sommes investisseurs, aménageurs de parcs d'activités, développeurs de plateformes logistiques et industrielles sur nos parcs ou sur des parcs aménagés par des collectivités, gestionnaires de tout ce patrimoine avec une équipe dédiée, et enfin producteurs d'énergie photovoltaïque en toiture de nos bâtiments ou en ombrières de parking. Nous sommes certifiés ISO 14001 sur nos métiers d'aménageurs, de développeurs et gestionnaires, la norme de management environnemental, et tous nos projets sont certifiés soit HQE, soit BREEAM. Bonjour à tous, José Ibanez, donc avocat associé du cabinet LVI, qui est partenaire depuis quelques années du CETI, cette belle aventure. Donc nous sommes un cabinet assez jeune, hein, on est en 10 ans d'existence, cabinet d'affaires spécialisé en matière d'opérations immobilières. Donc nous traitons les opérations immobilières à partir de la source, c'est-à-dire les problématiques de sol, de permis, d'urbanisme, les montages d'opérations, en passant par la phase de construction avec toutes les problématiques qui peuvent se présenter, et en terminant sur la phase post-construction, et notamment les problématiques également qui touchent depuis quelques temps au sujet de l'énergie et aux performances énergétiques. Merci. David ? Merci. David Lefkowitz, moi je suis responsable des centres de distribution pour Amazon en France. Donc mon équipe plutôt opère les bâtiments une fois qu'ils ont été construits. Mais à ce titre-là, on est très soucieux des nouvelles technologies qu'on intègre dans nos nouveaux bâtiments. On a un rythme d'ouverture assez important en ce moment en particulier. Et voilà, donc on pourra parler de ça tous ensemble. Bien, bonjour à tous, je suis Geoffrey Mittelstadt, responsable de la business unit tertiaire et industrie pour le groupe Enerlis. Donc Enerlis, on se définit comme un opérateur global de la transition énergétique. Donc notre métier, c'est d'accompagner les acteurs de l'immobilier sur la baisse des consommations, la décarbonation des bâtiments avec l'intégration des énergies renouvelables, mais aussi la mise en conformité relative au décret tertiaire, notamment au décret BAX. Donc on conçoit, on réalise et on finance des opérations de travaux en efficacité énergétique avec un engagement sur le résultat. Cet engagement sur le résultat fait vraiment partie de notre ADN. Quelques chiffres sur le groupe, on est un peu plus de 200 collaborateurs, donc répartis sur 13 agences sur l'ensemble du territoire, pour être au plus proche de nos clients. Un groupe avec un actionnariat 100% familial, on est complètement indépendant des grands énergéticiens, ce qui nous confère de l'agilité et de l'indépendance dans les solutions qu'on propose. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence par parler de la réglementation, histoire de cadrer un peu nos débats par la suite. José, vous pouvez nous poser un peu le cadre et peut-être les enjeux que ça pose pour les acteurs ? Alors, merci. Quelques mots, peut-être petite piqûre de rappel sur la réglementation qui nous occupe. Nous avons peu de recul puisque depuis 2 ans, les pouvoirs publics ont mis en place ce qu'on appelle le PAC énergétique, c'est-à-dire
la réglementation issue de la loi Elan 2018, novembre 2018, du décret d'application dit décret tertiaire et des arrêtés méthodes, une version 2020 et plus récemment janvier 2021. Donc ce pacte énergétique, comme vous le savez, il pose une obligation assez ambitieuse en termes d'objectifs, puisqu'on sait qu'il y a 3 étapes majeures pour l'obligation de réduction de la performance énergétique des bâtiments tertiaires, bâtiments existants. D'abord, à échéance de 2030, avec un objectif de réduction de 40%, 2040, 50%, et 2050, 60%. Alors, tout d'abord, c'est une obligation de réduction. Donc, c'est une obligation, je dirais, qui met tout le monde sur un pied d'égalité, dans la mesure où il ne suffit pas d'être bon, il faut encore être meilleur. Donc on a une idée de progression et de performance pour chacun des acteurs à atteindre. Et l'ambition de cette nouvelle obligation, c'est le champ extrêmement large que le législateur a voulu toucher, puisque là, on nous dit que l'obligation s'applique à tous les bâtiments qui disposent d'une activité tertiaire sur une surface de plancher d'au moins 1000 m². Donc on n'est pas sur le petit tertiaire. Le législateur n'a pas voulu faire poser cette obligation sur le petit tertiaire, puisque, bien évidemment, problématique d'investissement et de capacité d'investissement, mais sur un certain tertiaire qui dispose d'un certain pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, les bâtiments ou parties de bâtiments, unités foncières de plus de 1000 m² sont concernés par cette obligation. Et champ d'application extrêmement large, puisque ça touche à la fois le parc privé, évidemment, les bureaux, mais pas que, et le parc public. Donc vous avez à la fois les bureaux, les écoles, les hôtels, les bâtiments logistiques. Vous voyez que le panel est extrêmement large dans son champ d'application. Et donc, cette obligation de performance énergétique, qui est une obligation extrêmement ambitieuse dans son principe, va donc se traduire par un certain nombre d'obligations annexes du côté des acteurs. La première est une obligation déclarative, puisque depuis le 30 septembre dernier, c'est déjà en retard, les assujettis à l'obligation avaient l'obligation de communiquer à un observatoire qui est une plateforme numérique qui s'appelle l'Opérat, l'Observatoire pour la performance énergétique, les premières données en termes de surface, en termes pas encore de consommation, mais au moins en termes de surface, en termes d'activité, etc. Donc les premières données devaient être portées à connaissance de l'Opérat, et nous avons jusqu'à l'année prochaine, 30 septembre 2022, pour faire connaître à cette plateforme numérique l'année de référence sur laquelle je vais me placer pour le calcul de cette performance énergétique. L'année de référence étant une année qui court sur 12 mois et qui ne peut être antérieure à 2010. Et donc, nous avons donc un champ d'application extrêmement large, le tertiaire au sens du décret et de l'arrêté. Je rappelle que le dernier arrêté, l'arrêté méthode dans sa dernière version, article 1, nous dit que il faut considérer comme tertiaire toute activité marchande ou non marchande par définition. C'est une définition une définition à l'envers, puisqu'on nous dit est tertiaire au sens du décret et de la réglementation tout ce qui n'est pas agricole, donc industrie primaire, et tout ce qui n'est pas industriel, donc industrie secondaire. Donc on a là une petite révolution en matière d'impact sur cette nouvelle réglementation, hein, qui a 2 ans à peine. Donc une réglementation jeune, mais dont l'impact va être, et on l'a entendu ce matin au cours des différentes interventions, y compris pendant le déjeuner, l'impact va être très important.
qu'il s'agisse effectivement des maîtres d'ouvrage, les premiers concernés, puisque ce sont les propriétaires et ou les locataires. Donc les propriétaires maîtres d'ouvrage ont aujourd'hui effectivement à faire face dans la transposition de cette nouvelle réglementation au quotidien, et c'est déjà d'actualité depuis quelques mois. Donc on est face à un sujet qui va effectivement avoir des implications en termes de relations bailleurs-propriétaires, en termes de même relations d'ailleurs franchiseurs-franchisés, hein, d'une certaine façon, en termes de relations maître d'ouvrage entreprise ou BET, puisque les outils juridiques qu'on va utiliser pour la transposition, c'est des outils qui existent déjà. Hein. On a l'annexe environnementale, le Grenelle 2, issu du Grenelle 2. On a le contrat de performance énergétique, etc., etc. Donc, on a des outils qu'il va falloir adapter, qu'on adapte et qu'on ajuste. Mais l'impact aujourd'hui de cette nouvelle réglementation, il est effectivement à la fois large et important. Merci beaucoup, José, pour nous avoir cadré ça. Anne-Claire, comment vous assimilez toutes ces réglementations chez Perial et comment ça s'intègre à votre stratégie globale ? Alors nous, on est ravis en fait de ce dispositif-là parce qu'en fait, ça conforte toute la stratégie qu'on met en place depuis 2009, notamment avec PFO2, qui est une SCI qui a été créée en 2009 et qui intégrait dès sa création des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et d'eau. Donc pour chaque immeuble qu'on acquiert, on se donne 8 ans pour le faire atterrir à une trajectoire de réduction de 40% de la consommation d'énergie et 30% de la consommation d'eau. Donc en fait, cette mécanique-là, on l'a déjà éprouvée. Aujourd'hui, c'est le fonds le plus gros, hein, qui représente plus de 50% de la valorisation des actifs sous gestion, donc à plus de 2,5 milliards. Donc on a en fait éprouvé le modèle et démontré que finalement c'était possible. Et on nous posait beaucoup cette question au début quand on a créé le fonds. Mais vous n'allez jamais y arriver parce que ça demande évidemment beaucoup d'investissement que de réduire en fait les consommations. Et ce qu'on a réussi à atteindre, c'est des réductions significatives de consommation d'énergie et d'eau via les leviers d'exploitation et de maintenance et les leviers d'usage, donc en sensibilisant beaucoup les locataires. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que c'était pas forcément évident d'échanger avec un certain nombre de locataires en leur demandant des consommations, les consommations d'énergie. On se heurtait un peu à notre propre volonté en disant nous on en a besoin en fait, et le fait d'avoir un dispositif réglementaire plus cadré nous permet d'avoir un moyen de pression presque supplémentaire face à des locataires qui seraient encore un peu récalcitrants, mais ça arrive quand même de moins en moins. Merci beaucoup. Hélène, chez Barjane ? Oui, alors je vais commencer par parler de réglementation au sens large. Donc nous, on a une équipe juridique en interne qui veille particulièrement à l'anticipation de toute réglementation, parce qu'on a des métiers très encadrés en termes d'urbanisme, d'installation classée pour la protection de l'environnement, biodiversité, climat, carbone, etc. C'est d'ailleurs avec cette équipe juridique que dans le cadre de l'ISO 14001 qu'on connaît depuis plus de 10 ans, on travaille à la conformité réglementaire de toutes nos opérations et de nos métiers, en balayant tous les 6 mois nos exigences légales d'aménageurs et de gestionnaires de parcs et de développeurs et de gestionnaires de bâtiments. Et par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'énergie, nous aussi, on a anticipé en fait depuis plusieurs années la récolte de données des consommations de nos locataires, chose quand même pas tout à fait simple. Grâce aussi à la norme ISO 14001, on tâche de récolter depuis plus de 10 ans les consommations d'électricité, de gaz, d'eau également de nos plateformes, sachant que le patrimoine de Barjane est assez jeune, la société ayant été créée en 2006. Donc sur cette partie-là, on a encore quelques écueils. On n'a pas encore tout le monde en termes de données, mais bon, maintenant, il n'y aura plus le choix. Et sur la partie décret tertiaire, on est organisé en interne avec une équipe pluridisciplinaire, les gestionnaires techniques, puisque je disais tout à l'heure qu'on avait une équipe gestion dédiée chez Barjane, la RSE et le juridique.
Et on se fait accompagner par un cabinet extérieur qui s'appelle Longevity, à la fois sur la partie décret tertiaire et sur la partie ISO 50001, puisque notre objectif futur, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est de faire certifier notre système de management de l'énergie ISO 50001. Et pour ce faire, donc, bien évidemment, on récolte les données des locataires qui seraient manquantes. Et l'objectif, c'est de bâtir une revue énergétique à l'échelle du parc Barjane, une grosse vingtaine de bâtiments, pour pouvoir statuer d'un plan d'action finalement au cas par cas, soit un respect des diminutions de conso, moins 40, moins 50, moins 60, soit les respects des seuils des fameux décrets en valeur absolue. Merci beaucoup. David, chez Amazon, comment vous vous adaptez à tout ça ? Alors pour nous, en plus d'avoir un suivi en interne de nos équipes qui sont expertes sur la partie immobilier, c'est surtout l'occasion d'échanger avec tous les acteurs des projets. Donc on va commencer bien sûr par le développeur immobilier avec qui on travaille, mais aussi avec l'ensemble des acteurs locaux avec qui on échange tout au long de la création d'un projet. Vous savez, un projet de centre logistique comme ceux qu'on ouvre, en général c'est plusieurs années, 3-4 ans. Parfois la réglementation change durant ces 3-4 ans, donc bien entendu il faut qu'on s'adapte avec le développeur et avec les acteurs locaux à ces modifications. Plus largement, je dirais que la régulation, il y a aussi, on a la chance d'opérer un réseau en France, en Europe et ailleurs dans le monde, et on s'inspire des meilleures pratiques et des innovations qui sont mises en place sur les autres sites Amazon dans le monde. Chose qu'on pousse à travers les obligations réglementaires, bien entendu, mais aussi plus largement que ça. Et donc Amazon, vous le savez sûrement, est le cofondateur de Climate Pledge, qui est une initiative avec plus de 100 entreprises signataires aujourd'hui, et dont l'objectif est d'arriver à la neutralité carbone dès 2040. Donc pour arriver à faire ça, il faut qu'on pousse, parfois même plus fort que ce à quoi la réglementation nous oblige. Très bien. Geoffrey, alors vous proposez une solution, donc vous avez un angle un peu différent par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Comment vous accompagnez vos clients et où est-ce que vous voyez les points de friction et comment vous essayez de les régler ? Alors, on parlait de levier pour faciliter le déploiement de la démarche. C'est une démarche qui peut paraître un peu effrayante et un peu brutale quand on a eu l'introduction juridique du sujet. Et pour moi, un des leviers, c'est d'avoir une méthode simple et pragmatique dans l'approche du décret. Il faut déployer une méthode et on a identifié 5 grands points. Donc le premier point, c'est définir le patrimoine concerné par l'obligation, donc tous les immeubles de plus de 1000 m² ou ensemble immobilier. Le deuxième point, c'est de définir une stratégie qui sera donc au cœur du déploiement. La première vague, c'est de savoir qui fait quoi, puisque c'est une démarche entre locataires et propriétaires. Donc il faut aller regarder ce qui se passe dans les baux, savoir qui va faire quoi, qui va investir sur quel poste. Savoir, on l'a dit, si on va travailler en valeur absolue, en valeur relative, et à l'échelle du patrimoine ou à l'échelle d'un actif. Une fois qu'on a répondu à ces 3 questions, on a toutes les cartes en main pour entrer dans une phase opérationnelle, qui va être l'audit des bâtiments. Donc là, il va falloir aller visiter l'ensemble des bâtiments, construire des plans d'action, chiffrer les travaux, calculer les gisements d'économie d'énergie. Ensuite, on va déployer ces plans d'action, donc ça permet de faire des plans pluriannuels d'investissement et d'étaler les investissements dans le temps. Et ensuite, toute une partie d'énergie management où on va pouvoir donc aller compter ce qu'on aura fait en termes d'économie et surtout pérenniser les résultats. Puisque l'idée, c'est de ne pas faire du one-shot, c'est très bien, on a fait moins 40, et puis 6 ans après, on se rend compte qu'on a refait plus 30% de consommation. Donc il faut pérenniser ces résultats, et pour ça, nous, on fait la promotion d'avoir un acteur engagé sur toute la chaîne de valeur, et qui prend l'engagement de résultats de la bonne atteinte des objectifs. On reviendra sur les méthodes de travail aussi. On évite de travailler en silo pour avoir de l'efficacité et un engagement sur le résultat. Très bien, merci beaucoup. Je pense que maintenant on peut peut-être passer aux bonnes pratiques que vous mettez en place chacun dans vos activités. David, je crois que vous avez deux réalisations, notamment à Metz, et une collaboration avec la RATP qui est assez intéressante. Oui, je peux parler de ces 2 exemples. Donc, Metz, c'est le dernier entrepôt qu'on vient d'ouvrir, qu'on a inauguré officiellement il y a 15 jours. Donc, qui est notre plus gros entrepôt en France, 50 000 m² au sol et 3 étages, donc 182 000 m² de développé. Et effectivement, ce qui est
je vous encourage à aller le visiter un jour si vous en avez l'occasion. Dès l'extérieur, on voit les différentes initiatives qu'on a mises en place. Donc du coup, on parle de panneaux solaires sur le toit, on parle de récupération des eaux de pluie pour alimenter les sanitaires, on parle bien sûr des dernières normes de construction. À l'intérieur du bâtiment aussi, du coup, on en cherche chaque initiative pour réduire la consommation d'énergie. Donc, par exemple, ça passe par l'éclairage à LED intégralement dans l'entrepôt, des capteurs de mouvement, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de zones de nos entrepôts qui ne sont pas utilisées en continu, en particulier sur ce type d'entrepôt robotisé, là où les robots circulent, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de l'éclairage là-dessus. Ou alors, en ce moment, on n'opère pas, par exemple, aujourd'hui, après un mois d'ouverture, encore le dernier niveau, donc du coup, il n'est pas éclairé. Et donc tout ça, ça nous permet de réduire cette facture énergétique sur le site. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours en gardant l'expérience utilisateur en tête. Donc du coup, dire qu'on isole le bâtiment, ça nous sert bien sûr à réduire la facture d'énergie, mais ça nous sert aussi à être certain, nos bâtiments sont tous chauffés et climatisés, que nos employés soient dans les meilleures conditions pour travailler. Voilà, donc ça c'est ce que je peux partir sur l'expérience de Metz. Un autre exemple complètement différent d'initiatives qu'on mène, c'est effectivement cette initiative avec la RATP, où on s'est aperçu que finalement, une des meilleures façons d'économiser les ressources, c'est de co-utiliser les ressources. Et donc c'est ce qu'on a mis en place l'année dernière avec la RATP sur 3 de leurs dépôts de bus à Paris. Dépôts de bus qu'ils n'utilisent pas pendant la journée, puisque les bus sont en train de tourner. Et donc nous, on vient les utiliser pendant la journée en centre de départ pour faire des livraisons mobilité douce sur la capitale, donc à pied ou en vélo, pour livrer tous nos clients. Très bien, merci beaucoup. Hélène, chez Barjane, vous avez quelques exemples de relations de technologies que vous avez mis en œuvre qui sont prometteuses? Oui, effectivement, nous aussi, on est passé en 100% LED pour l'éclairage et on a un certain nombre d'actions qui mêlent performance thermique, confort d'été, etc. Mais je vais plus venir sur la partie usage peut-être aujourd'hui. La sensibilisation locataire, c'est quelque chose qui est dans les valeurs de Barjane depuis sa création. Et donc pour ce faire, on a mis en place plusieurs outils qu'on remet à la livraison de nos bâtiments. Les carnets de vie et les carnets d'entretien. Donc les carnets de vie sont destinés aux usagers du site, aux collaborateurs lambda, pour rappeler la performance environnementale du projet, parce que comme je disais, on fait certifier nos bâtiments systématiquement, et pour donner des conseils d'économie d'énergie, de gestion de l'éclairage, de la climatisation et de l'eau également. Le carnet de maintenance est plutôt destiné, comme son nom l'indique, au service maintenance des entrepôts pour tout ce qui est vérification périodique et réglementaire, bien entendu, mais aussi pour une bonne gestion du site dans la durée avec tous les matériaux, enfin toutes les données techniques des matériaux pour remplacement en termes d'éclairage, de revêtement de sol, de peinture, etc. Et notre équipe gestion chez Barjane rencontre très souvent nos locataires, on est très proche d'eux, on va souvent les voir, alors de manière formelle, pour des visites techniques, pour faire le tour avec eux de l'ensemble du site, vérifier qu'ils entretiennent bien le bâtiment, ou dans le cas d'un bâtiment multilocataire, que chacun fait bien son travail. Et chaque fois, les aspects sensibilisation énergétique sont abordés dans ces visites techniques et dans les autres visites qu'on peut faire sur le parc, qui sont plus des visites de courtoisie, mais ce sont aussi des aspects qu'on aborde à chaque fois avec eux, notamment puisque depuis 10 ans, on essaye de récupérer toutes les informations de consommation qu'on peut glaner. Merci. Anne-Claire, de votre côté, est-ce qu'il y a des points particuliers que vous poussez ? Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment, mais un point important, c'est qu'on est sur une chaîne de valeur avec pas mal d'intervenants, c'est-à-dire qu'entre le locataire et le propriétaire, il y a tout un tas d'intervenants qu'il faut aussi pouvoir mobiliser. Donc nous, on s'est penché sur la question, pour vous donner un exemple, en retravaillant les mandats de nos property managers et en travaillant sur un cycle de 3 ans pour pouvoir vraiment qu'il y ait un partenariat fort, les sensibiliser sur le sujet extra-financier de manière globale, qui n'est pas forcément évident
en détail, et les inciter à proposer des plans d'action, alors sur la partie énergétique certes, mais aussi sur l'ensemble des sujets de développement durable, pour pouvoir vraiment améliorer les actifs. Et en fait, c'est vraiment toute cette démarche d'amélioration continue qu'on met en avant dans le cadre de notre plan RSE aussi Périal Positif 2030, et qui doit faire le lien vraiment sur tous les maillons de la chaîne. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple également sur la sensibilisation locataire. Évidemment, on travaille main dans la main avec eux, on les sensibilise et aussi on les écoute beaucoup dans les bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place, notamment quand on échange lors des comités verts. On a également mis en place un site internet dédié qui s'appelle Le Bon Geste, où en fait on a catalogué tout un tas de bonnes pratiques pour réduire l'impact environnemental, qu'on soit gestionnaire technique ou qu'on soit locataire. Donc pareil, ça permet de diffuser des bonnes pratiques. Et après, effectivement, c'est ce que je disais, nous on teste tout un tas de solutions, on va dire soft, sur l'amélioration de l'exploitation, de la maintenance et de la sensibilisation. Pour vous donner un exemple sur le résultat qu'on a pu obtenir sur un actif de bureau de 10 000 m² en Ile-de-France, en optimisant un certain nombre d'éléments, de pilotage, d'équipements techniques, de ventilocorrecteurs, ou en mettant en place un contrat de performance énergétique, on a pu obtenir plus de 20% de réduction de la consommation d'énergie sur une année. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est aussi de pouvoir voir comment tout ça participe à la valorisation de l'actif. Et en fait, dans le même temps, l'actif a été valorisé à plus 10%. Donc voilà, nous, on recherche aussi à démontrer cette fameuse valeur verte que tout le monde recherche. Alors, on est convaincu que ça va arriver parce que toutes les données vont commencer à arriver à être centralisées. Et ça m'amène à un dernier exemple sur l'outil. Il y a énormément d'outils qui existent, d'outils digitaux notamment, que ce soit effectivement à l'échelle du bâtiment de capteurs ou de pilotage, mais également sur toute la chaîne de collecte et d'analyse de la donnée. Donc on travaille notamment, nous, avec Énergisme qui nous permet de centraliser, d'analyser la donnée énergétique. Mais il y a énormément d'outils en fait, tout est en train de se structurer, que ce soit sur la donnée énergie, mais aussi sur l'ensemble des données ESG. Très bien. Alors, Geoffrey, justement, donc on voit bien que autant du propriétaire au locataire, de la donnée, Amazon, on parlait aussi de mutualisation. On en revient à ce que vous disiez sur casser les silos pour être plus efficace. Comment vous le faites concrètement et peut-être si vous avez quelques exemples de ce que vous pouvez faire économiser à vos clients. Oui, tout à fait. Donc, on a tendance, quand on attaque le sujet de l'efficacité énergétique et les travaux de façon générale dans le bâtiment, à travailler en silo. Donc, on a un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous donner un schéma directeur, un bureau d'études qui nous rédige un cahier des charges, qui mène un appel d'offres, qui sélectionne des entreprises. On peut avoir encore un bureau d'études différent qui assure la maîtrise d'œuvre, qui n'aura pas touché à la conception. Les entreprises qui réalisent les travaux sur les différents lots techniques, et une passation qui n'est pas toujours bien faite entre le monde des travaux et le monde de la maintenance. Donc, entre ces différents silos et sur toute cette chaîne de valeur, on a une perte d'efficacité, une perte d'information. Et en cassant ces silos et en travaillant sur un modèle de conception, réalisation et suivi de la performance, encore en plus, si on peut financer l'opération, l'investissement est encore plus important. Ça nous permet d'avoir un engagement plus important sur les résultats parce qu'on maîtrise toute la chaîne. Et s'il y a un problème en bout de course, c'est pas le ping-pong, non, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Donc voilà, il y a un acteur engagé qui prend l'engagement sur le résultat. Et ça nous permet d'être plus ambitieux dans les engagements sur la performance énergétique. Je peux vous citer une réalisation qu'on a fait pour le compte de Nexity Property Management, d'ailleurs qui doit être dans la salle, que je remercie encore pour sa confiance sur ce projet. Et les properties ont un rôle clé dans le déploiement de ces opérations. Donc on a conçu une opération travaux qui s'élevait à peu près 500 000 € sur différents lots techniques, la production de chaud, de froid, la GTB, l'éclairage. Et on a garanti à la copropriété une économie qui s'élevait à 100 000 € à l'année. Donc le deal, c'était que le montant des loyers, l'opération, on l'a financé, le paiement était étalé sur 5 ans. Le deal, c'est qu'on avait un montant de loyer qui était inférieur aux économies réalisées. Et on portait l'engagement de résultat. 2 ans d'exploitation, donc maintenant, se sont écoulés depuis la réception des travaux. La première année, c'est 44% d'économie sur les consommations et 150 000 € sur la facture. Donc les moins 40% du décret tertiaire, ça peut paraître un peu ambitieux, mais c'est réalisable, même sur des immeubles des années 70. Puisqu'on parle ici donc de la Tour de Lyon dans le 12e arrondissement de Paris. C'est un immeuble de grande hauteur qui fait 20 000 m², en simple vitrage, voilà, les conceptions de l'époque.
Donc voilà, un immeuble qui est conforme à la première échéance du décret tertiaire. Donc, comme quoi c'est réalisable, c'est faisable, et dans une période courte, puisque quand on fait du one-shot et qu'on va directement chercher l'objectif qu'on cherche, et pas y aller par palier 5% par 5% tous les ans, eh bien c'est réalisable, et on l'a prouvé. Merci Geoffrey. José, vous, de votre position, j'imagine que vous avez une vision assez large des freins que peuvent rencontrer les acteurs, mais aussi des bonnes pratiques qui peuvent se mettre en place pour que les choses se passent mieux. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est intéressant parce que en écoutant mes voisins, je m'aperçois qu'il y a une réalité finalement à laquelle la différence entre l'approche technique et l'approche juridique, c'est que l'approche technique, dans le cadre de la réglementation, tous les moyens sont permis. Et ça va du changement de l'ampoule en passant par tout ce qu'on nous a décrit. À partir du moment où on fait preuve de créativité et que ça donne du résultat, il n'y a pas de souci. En revanche, au plan juridique, on a parfois un peu plus de réticence ou de frein parce que, je passe sur les habitudes, parce que c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure par ma voisine, il y a aussi la question des habitudes. On passe sur un système un peu différent, donc il faut le temps de digérer les habitudes. Mais sur le plan juridique, on a effectivement un certain nombre de freins qui peuvent apparaître. Par exemple, sur un exemple, prendre l'annexe environnementale. Donc effectivement, il faut, quand on va transposer cette réglementation à travers les annexes environnementales, par exemple, ou le bail, on a d'abord la question qui a été soulevée de savoir qui va porter le projet. Qui va porter le projet, parce que on a toute une série d'obligations, mais au quotidien, qui va recueillir les données, qui va manager toute cette opération de tri, de communication, l'opérate, etc. Donc il faut un porteur de projet. Et ensuite, comment on se répartit les obligations entre le bailleur propriétaire et son locataire. Donc qui va prendre les obligations? Et là, déjà, il y a un warning, c'est qu'on a un conflit potentiel de règles, puisqu'on a le code de commerce qui nous dit, face au code de la construction, attention, vous ne pouvez plus répercuter aux locataires tout ce que vous voulez. Donc les contrats dans lesquels on trouve la clause classique, où on trouve toutes les charges sont répercutées in extenso aux locataires pour avoir un loyer net de toute charge, c'est fini. Donc à travers ce prisme-là, effectivement, on aura cette première difficulté de savoir le sort des grosses réparations, parce que pour avoir des grosses économies d'énergie, parfois il faut faire des travaux importants. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ne seront pas répercutables sur le locataire, mais un certain nombre d'autres travaux sur lesquels il y a une marge de manœuvre. Donc là encore, il va falloir se mettre d'accord, et la loi renvoie effectivement sur la liberté contractuelle pour ce sujet-là. Et ensuite, on a la question de savoir quelle est la sanction et sur quels objectifs on s'attache. Donc là, c'est déjà toute une série de questions qui vont se poser dans la relation propriétaire-bailleur, à travers l'annexe environnementale. Et on a à peu près aussi une démarche un peu similaire sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire le contrat de performance énergétique, puisque j'ai entendu parler effectivement d'objectifs. Alors parfois les objectifs contractuels sont plus ambitieux que les objectifs réglementaires, mais de quels objectifs on parle? Parce que le contrat de performance énergétique, il est utilisé, c'est un peu un contrat sui generis, c'est-à-dire c'est un contrat un peu hors norme, puisqu'on y mêle à la fois la question des travaux, la question du management et de la maintenance, et la question de la performance énergétique. Donc on a un contrat à la fois qui est un contrat de prestation de service, mais aussi un contrat qui peut se rapprocher du contrat de locataire d'ouvrage. Donc il faut faire attention, parce qu'on a effectivement à se poser la question de savoir où s'arrête l'obligation du prestataire face au maître d'ouvrage. Est-ce que le résultat qui est promis est garanti? Souvent on s'engage sur un résultat, mais un peu plus loin dans le contrat, on voit des clauses de limitation. Et clauses de limitation, pas seulement de responsabilité, mais aussi de plafond de garantie. Or, on sait que certaines non-conformités en la matière, les travaux étant souvent importants, peuvent conduire
à des situations de sinistralité qui peuvent conduire elles-mêmes à mettre en jeu une garantie, ça peut être la garantie décennale ou autre. Donc il y a toute une série de clauses qu'il faut ajuster pour équilibrer la relation économique entre le prestataire et le maître d'ouvrage, sachant que nous sommes là encore sur un contrat sui generis, donc très attention aussi au risque de requalification, souvent sur certaines clauses de contrat. Donc là encore, c'est une forme de nouveauté, et comme toute forme de nouveauté, il faut être prudent dans la façon de le manier. Donc là, je dis attention, warning sur certaines clauses et sur la façon dont la conception même du contrat de CPE va être abordée. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose pour terminer qu'on fasse un petit tour de table assez rapide sur les leviers pour accélérer demain, peut-être si vous devez envoyer un ou deux, qui vous permettraient d'aller plus loin et d'aller plus vite surtout. Anne-Claire, vous voulez y aller ? Je pense que ça permet de rebondir sur cet enjeu de casser un peu les silos. Là, on parle exclusivement du sujet énergie. Évidemment, tous les sujets extra-financiers sont liés. Donc, on peut parler de la mobilité, on peut parler de la biodiversité, on peut parler des sujets de confort et de santé. En fait, tous ces sujets-là sont liés. Je pense qu'il faut éviter de les prendre séparément. Alors oui, il y a des exigences réglementaires qui arrivent et qui forcément nous obligent à nous focaliser sur une thématique en particulier. Mais je pense que vraiment, l'enjeu, c'est de prendre de la hauteur et de voir comment finalement tous ces sujets-là peuvent s'imbriquer. Je prends un exemple. C'est toujours beaucoup plus facile de parler de sujets de confort et de santé à un locataire que de parler de kilowattheure, et pourtant les deux sont quand même assez liés. Voilà. Merci. David ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Anne-Claire vient de dire. Pour nous, on regarde. Donc, l'engagement d'Amazon, c'est d'être neutralité carbone sur l'ensemble de l'activité d'ici 2040. Donc, du coup, pour accélérer, on ne regarde pas uniquement le sujet énergétique ou immobilier. Sur le sujet énergétique, c'est bien sûr très important. On a un plan pour être à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, donc vraiment pas demain. Mais on regarde sur toute la chaîne. Donc on travaille avec nos fournisseurs sur le sujet des emballages de nos produits. Comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser moins de matières premières ou optimiser le stockage aussi grâce à ce levier. On travaille avec les différents partenaires de livraison avec qui on opère tous les jours avec des véhicules électriques, avec des mobilités douces dont je parlais tout à l'heure, pour diminuer l'impact carbone sur l'ensemble de la chaîne. Alors bien sûr, les bâtiments sont au centre de tout ça, donc c'est quelque chose qu'on suit de très près et sur lequel on s'adapte, mais c'est vraiment toute la chaîne qu'il faut optimiser. Oui. Merci. Hélène ? Donc sur les aspects énergie, je le disais tout à l'heure, on a pour volonté d'aller sur une certification ISO 50001 de management de l'énergie, pour reprendre le dessus aussi sur le sujet, avec deux objectifs principaux, la diminution des consommations de nos bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, je disais que Barjane était producteur d'énergie photovoltaïque depuis plus de 10 ans. On a 20 MW crête de puissance de centrales solaires en toiture ou en ombrière. Et l'objectif d'ici 2025, c'est d'être à 25 MW crête. Donc ça, c'est plutôt un plan d'action court terme, moyen terme, avec toute la stratégie au cas par cas qu'on va mener sur l'ensemble de nos bâtiments. Et quand on dézoome un peu pour anticiper l'avenir, bien évidemment, on remélange tous ces sujets avec une stratégie, on va dire, climat, Barjane globale qui touche à tout, en fait, biodiversité, sobriété foncière, carbone. Donc ça nous amène à être très agile, finalement, entre une structuration de l'avenir, une pensée long terme, et en même temps, demain, aller sur un bâtiment pour un plan d'action hyper précis sur de l'éclairage ou du chauffage gaz. Merci. Geoffrey, pour Enerlis. Oui, donc nous, avec une vision très opérationnelle, les leviers qu'on a identifiés, c'est d'une part la méthode. On l'a dit, une méthode simple, pragmatique. Il faut vraiment simplifier l'approche de l'efficacité énergétique, notamment dans la constitution des contrats. Le deuxième levier, c'est d'avoir un acteur engagé sur toute la chaîne de valeur, qui sera responsable de l'atteinte de l'objectif. Le troisième levier, puisqu'on a aussi des acteurs de taille plus modeste, donc des foncières de petite taille, des gestionnaires de petite taille, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir sur le patrimoine. Donc un des leviers, ça va être aussi d'aller chercher les financements alternatifs,
Donc les certificats d'économie d'énergie vont se développer de plus en plus sur la partie tertiaire, et aussi toutes les aides et subventions qui sont disponibles au niveau des régions et des départements, qu'on ne va pas souvent assez solliciter. Et le dernier levier, nous on travaille beaucoup aussi avec des acteurs du secteur public, donc c'est simplifier le code des marchés publics. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que le code des marchés publics est une galère. Donc il faut le simplifier, le décloisonner, et s'inspirer de ce qui a été fait par exemple sur le solaire, où on peut lancer donc des appels à manifestation d'intérêt, qui permet de simplifier les démarches tout en assurant une mise en concurrence pour être sûr que les deniers publics ne soient pas dépensés n'importe comment. José, pour conclure. Oui, effectivement, je rebondis sur... c'est un vrai frein également, puisqu'on a un texte qui nous invite à transposer la réglementation sur le parc public également, et des textes du Code des marchés publics qui peuvent constituer un frein. Donc moi je pense qu'effectivement il faut revenir à la philosophie de départ qu'avait rappelé d'ailleurs ici même la dernière fois Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. La philosophie du système, c'est la conciliation, c'est-à-dire l'aspect contractuel des choses. Il faut, le système invite à ce que les acteurs se concilient. J'ai entendu tout à l'heure la difficulté pour la transmission des données entre bailleurs et locataires. Donc, il faut que la conciliation s'instaure de plus en plus, parce que ça va être très difficile d'imposer aux locataires un certain nombre d'obligations, parfois qui vont au-delà de ses propres obligations légales, et en même temps de recueillir les données de base qui vont servir à se mettre en accord avec la réglementation en matière de performance énergétique. Donc finalement, en définitive, tous les acteurs ont intérêt à se retrouver autour de cette conciliation pour que progresse à la fois pour les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, aussi les exploitants, les locataires, pour que progresse le système dans la bonne direction, et pour que la valeur verte, pour qu'ils puissent tous bénéficier finalement de cette valeur verte, puisqu'il n'y a pas de marche arrière possible. Cette valeur verte fait partie maintenant de la valorisation, de la valeur vénale des actifs. Il n'y a plus de marche arrière possible. D'ailleurs, on en a encore la confirmation plus tard que cet été avec la dernière loi sur le climat qui nous dit que toutes les passoires énergétiques en matière de logement, eh bien, à terme, vont être exclus du secteur. Donc, on s'achemine petit à petit vers cette orientation irrémédiable de la valeur verte dans tous les secteurs de l'immobilier, et en matière de logement comme en matière de tertiaire. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, et je vous invite à les applaudir. Et merci à vous d'être là. Malheureusement, on n'a pas de temps pour des questions, mais après la pause networking, il y aura dans cette même salle la conférence aménagement, le portrait robot du bureau de demain. Voilà. Merci.